Merci beaucoup, Prof. Mervet, pour cette invitation. Merci à tout le monde. Et donc, on va enchaîner dans la même suite d'idées sur quelques cas de gestion des problématiques qu'on peut rencontrer lors de la programmation des stimulateurs cardiaques, des pacemakers. Et on a préparé cette session, une session qui est basée sur des case-based learning. Ça veut dire on va voir quelques cas, des scénarios pratiques et avec qu'est-ce qu'on va sur le programmateur et comment on va gérer ces dysfonctionnements. La grande question lorsqu'on voit ce genre de patient, est-ce qu'on est vraiment devant une dysfonction de pacemaker ou tout simplement c'est ce qu'on appelle les pseudo-malfonctions. Ça veut dire que c'est un algorithme normal des pacemakers et en tout cas, il ne faut pas toucher à ce patient et il faut juste surveiller. Avant ça, donc, je vais juste rapidement rappeler comment on va faire le programming, la programmation de ces pacemakers double chambre. En l'occurrence ici, les nouveaux plateformes de Medtronic. Et donc la programmation en général, il va consister à plusieurs étapes. La première étape, bien sûr, c'est de euh, programmer le mode en mode DDD. Et si on est devant un patient qui est un BAV, de préférence, il ne faut pas programmer le mode asservissement parce que il a une fonction sinusale qui est par définition préservée. Et donc, on ne va pas toucher au mode asservissement. La deuxième chose, c'est qu'on va mettre le mode switch en mode on. Et le mode switch, il va de façon systématique switcher en mode DDIR. Et ça, ce qu'il faut savoir dans termes de pacemaker, c'est que le mode switch, toujours, il est avec asservissement, même si on programme le patient son mode asservissement, lorsqu'il va switcher, il va switcher avec mode asservissement. Et ça, on va en faire un petit cas clinique tout à l'heure sur ce point-là. Rappelez-vous cette option. Et deuxièmement, pour ces patients, on va mettre la même chose, la, la fréquence maximale des tracking qui correspond à la fréquence maximale des senseurs. Donc, ça va être la même chose par opposition aux dysfonctions sinusales. Puis, on va programmer le mode, le délai AV. Le plus court, c'est entre 130 et 150. Et il faut le mettre en rate adaptive. Ça veut dire il faut permettre à l'effort, le raccourcissement de l'AV, il faut le rendre le plus physiologique possible. On va s'assurer que la PVAR poteau il est en mode auto et que l'algorithme PMT qui est contre l'algorithme contre les réentrées électroniques et, et mode on. Puis à la fin, il faut mettre le mode blanking en mode partial ou partial plus. Et ça, c'est un mode, c'est juste pour ne pas éviter les histoires de crosstalk dont on parlait Dr Ahmed Roussassi tout à l'heure. Et puis finalement, il faut, en termes d'amplitude, choisir le mode capture. Management, ça veut dire plutôt choisir, si vous voulez, le mode moniteur par rapport au mode adaptif qui correspond là au mode euh, autocapture. Et finalement, la sensibilité, elle va être en mode bipolaire et bipolaire pour le métronique. Il veut dire mode adaptif, ça veut dire un mode automatique. Donc, par opposition à ce rappel bref sur la programmation de ces patients en mode métronique, on peut voir également qu'il y a un petit programmation qu'on peut faire pour la dysfonction sinusale. Là, le mode asservissement, il devient obligatoire, surtout si on a une insuffisance chronotrope associée, et il faut mettre un mode avec un minimal ventriculaire pacing, ça veut dire avec une stimulation ventriculaire la plus faible possible. Et pour ceci, on va utiliser en Medtronic soit le mode MVP, on va choisir le mode Safer dans les biotroniques, le mode rythmique pour les Boston, et on va utiliser le mode VIP, ça veut dire Ventricular Intrinsic Pacing pour les pacemakers Saint-Jude. Et puis, il faut mettre le mode Auto-mode Switch en on. Auto-mode Switch lorsqu'il y a une détection tachycardie atriale, fibrillation atriale, au lieu que ce soit un tracking en mode fréquence maximale, le pacemaker il va passer en mode DDI, ça veut dire il va dissocier le tracking du pacing.
ventriculaire. Et là, il faut dissocier vraiment le upper tracking limit, ça veut dire la fréquence maximale des tracking aux alentours du 70, mais le mode senseur, là, on va le mettre en fonction des patients, en fonction de sa mobilité, etc. Et puis, le mode de délai AV, il faut le mettre le plus long possible parce que là, par différence tout à l'heure, au pacemaker, en BAV, là, on veut stimuler rapidement possible. Là, non. Là, on veut mettre un peu de temps au rythme intrinsèque des patients parce que le navet est supposé être intact. On veut mettre un peu de temps pour que ce pacemaker, le rythme spontané, il va sortir. Et là, le rate adaptif, on va le mettre là. Pour cette raison également, parce que le rate adaptif, il va raccourcir le délai AV à l'effort et ça risque de stimuler ce patient de façon excessive au niveau ventriculaire. Et nous, on veut des délais AV qui sont plus longs pour permettre l'émergence des rythmes spontanés de ce patient. Et puis à la fin, vous avez la PVARP, c'est la même chose toujours pour prévenir les tachycardies par entrée électronique. L'unblocking, c'est la même chose pour prévenir le crosstalk. La capture et la sensibilité, c'est la même chose pour un BAV. Voici une autre interface de stimulation, de programmation. Ça, c'est l'interface Saint-Jude. C'est la même chose qu'on peut choisir les modes, qu'on peut avoir un rythme minimal, un rythme maximal, le maximum sensor rate, le upper tracking, le maximum track rate, c'est deux choses différentes. Le hysteresis rate qu'on peut euh, le mettre en mode on, en mode off, et puis les délais AV, et puis vous avez tout à l'heure on vous parlait de système adaptif au niveau de la stimulation au niveau du métronique. Là, l'algorithme s'appelle l'autocapture, et puis vous avez la sensibilité, et vous avez l'énergie de sortie, et puis la polarité des sondes, et puis ici la PVARP, ça veut dire c'est le blanking également et les algorithmes, les options qui sont liées aux extrasystoles, liées au tachycardie intronique. Et puis là, vous voyez, c'est le temps mode switch, ce qu'on appelle également le CAM. Lorsque vous voyez ça dans les prothèses en français, ça veut dire c'est le mode commutatif qui correspond en français auto mode switch. Donc, on va tout de suite attaquer quelques scénarios. Ça, c'est un patient qui est implanté par un pacemaker double chambre, qui est programmé entre 60 comme fréquence minimale, 130 comme fréquence maximale du tracking, et il est entre 150 et 120. Et là, je vous rappelle que cette différence toujours entre le délai stimulé et le délai pacé, pourquoi euh, le délai le sensé, ça veut dire détecté, est moins court que le délai pacé, c'est parce que vous vous rappelez que la sonde est généralement atriale placée au niveau de l'auricule et lorsque elle est détectée, ça veut dire c'est déjà, elle a fait un long parcours au niveau de l'oreillette pour arriver au niveau de l'auricule et donc c'est pourquoi on raccourcit en général de 30 à 40 millisecondes on raccourcit le délai euh, intrinsèque par rapport au délai pacé. Et puis, il y a un PVARP qui est réglé à 310. En général, c'est entre 275 jusqu'à 310. Et vous voyez que ici, nous avons ce tracé-là. Donc, s'il y a des volontaires hein, qui comprennent le français, qui veulent s'exprimer de façon interactive ou sur votre tracé, n'hésitez pas. On peut partager ensemble. Sinon, on va faire quelques commentaires. Donc, on va faire la description de ce tracé. On voit que nous avons un nom de P qui n'est pas précédé par un spike. Vous voyez ici qu'on voit des spikes très bien parce que la stimulation elle est programmée en mode unipolaire et que devant l'on de P, on ne voit pas de stimulation. Et là aussi, vous avez un nom de P qui est intrinsèque, ça veut dire c'est AS. Si on va parler en termes de marqueur, vous avez ici un spike et un QRS qui le suit. Là, il commence à avoir quelques problématiques parce que vous avez un spike qui tombe directement au niveau de sommet de l'onde de P. Et là, on voit des spikes qui sont carrément non précédés par des ondes de P, chose qu'on voit ici qu'à la fin, qu'il y a une stimulation d'onde P et qu'il y a un QRS. Et ça veut dire que là, on voit rien. Lorsqu'on a une activité ventriculaire, pour un
Pacemaker double chambre, ça suppose que nous avons une activité atriale qui a déclenché un délai AV. Si vous voyez la flèche, ça veut dire devant ce spike-là, pour avoir ce spike-là, parce qu'on est en mode DDD, on pas en mode DDI, ça veut dire que devant ou avant ce spike-là, on devrait avoir une activité atriale ici. Si on ne la voit pas sur le CG, on va vérifier au niveau des marqueurs, au niveau de l'appareil, qu'est-ce qu'on voit? Et regardez là, c'est une activité atriale avec un stimulé. Et puis là, vous avez un QRS qui est stimulé. Et là, si vous voyez très bien, à la fin ici, vous voyez ici qu'il existe un ventricule, un QRS, précédé par un spike, mais on ne voit rien avant. Mais le marqueur détecte que l'appareil il a quand même détecté quelque chose, et ça qui n'existe pas en réalité, c'est ce qu'on appelle euh, le CER détection atriale, ou en anglais atrial oversensing. Et lorsqu'on a contrôlé les impédances, on a trouvé que au niveau de la sonde atriale, nous avons une impédance qui est bipolaire aux alentours de 190, donc elle est largement inférieure à 500, 200, en fonction des constructeurs, mais vous avez essentiellement une suspicion d'une brèche au niveau du système d'isolement de la sonde, donc ce qu'on appelle une brèche au niveau du système. Et donc, si elle va rester avec ces problématiques, probablement il faut changer cette sonde. Le deuxième scénario, c'est à peu près la même configuration de programmation, et on voit que au niveau du premier complexe, il y a une activité atriale stimulée, une activité ventriculaire stimulée, donc nous avons une bonne capture. Et puis là-bas, après le deuxième, nous avons un spike atrial, activité atriale, spike ventriculaire, hop, on n'a pas d'activité. On n'a pas d'activité ventriculaire après ce spike, donc c'est bel et bien un défaut de capture ventriculaire. Et donc, dans ce cas-là, particulièrement parce qu'on voit c'est un peu intermittent. Et dans ces situations-là, avant de dire que c'est un problème de sonde, c'est un problème, etc., il faut refaire les tests. Et vous voyez ici que bel et bien, nous avons un spike qui ne correspond pas à une activité atriale. Et dans ces conditions-là de perte de capture, nous avons plusieurs hypothèses, ceux qui sont liés au pacemaker et ceux qui sont liés en fait au patient lui-même. Ça veut dire que est-ce qu'il y a des changements récents au niveau de ces traitements? Est-ce qu'il y a un infarctus récent? Est-ce qu'il y a une insuffisance rénale avec une hypercalémie? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'impédance de ces patients, de la sonde? Et est-ce qu'il n'y a pas de différence entre l'impédance unipolaire et bipolaire? Est-ce qu'il y a de différence entre le seuil unipolaire et bipolaire? Et si tous ces éléments sont bons, et qu'on n'a pas de cause générale, on n'a pas de problème euh, on a des problèmes au niveau des impédances, au niveau du seuil, on suspectera une fracture des sondes. Et dans ce cas-là, il faut également être prêt à remplacer cette sonde. Le troisième scénario, c'est un scénario euh, d'un patient âgé de 16 ans qui a été implanté par un pacemaker double chambre pour un BAV congénital, et qu'il a euh, qu'il accuse depuis quelque temps, lorsqu'elle a été vue au niveau en consultation, des maux de tête lorsqu'elle fait des exercices, et parfois elle se sent comme des lipothymies avant lorsqu'elle fait de l'effort. Alors que le pacemaker, lorsqu'il a été interrogé, on a trouvé que les seuils de stimulation, de détection, les impédances, soit au niveau atrial, soit ventriculaire, étaient bonnes. Voici son tracé. Et donc, si on va décrire ce tracé, on va voir qu'il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène en anglais de group beating. Ça veut dire il y a un groupement de battements qui va se répéter de façon plus ou moins identique. Et lorsqu'on voit qu'il y a des groupements de battements qui se répètent de façon plus ou moins identique, à chaque fois qu'on voit ça,
il faut penser en premier lieu à un phénomène de Vankenbach. Et lorsqu'on a fait l'interrogation des pacemakers, on a noté qu'il a été effectivement programmé à 60, à 130 comme maximum tracking rate et que nous avons au niveau ici, c'est le phénomène de group pitting qui se répète. Et vous voyez qu'à la fin, AS, 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 et au niveau du quatrième, on a l'activité atriale qui a été détectée. Forcément, elle est dans l'onde de T et qui était euh, en période réfractaire. Et ça, ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le, euh, le phénomène de pacemaker Van Kimberg. Et on va voir que lorsque la fréquence elle va augmenter à un certain niveau et elle dépasse le maximum track rate, ça veut dire que à un certain moment, le patient il va passer en BAV de points. Ça veut dire que l'activité atriale, vous voyez ici qui est à 160, mais ventriculaire à 82, ça veut dire il a passé en 2 pour 1, et c'est ce que vous voyez ici, AS, AR, AS, AR, AS, AR. Pourquoi ça? Parce qu'il y a un algorithme au niveau de l'oreillette, au niveau du pacemaker, qui s'appelle Operate Pacemaker Behavior, c'est ce qui permet au pacemaker de mimer le phénomène de Van Kimbach dans ces situations-là. Et ces phénomènes de Van Kimbach-là, et il va permettre au pacemaker de ne pas dépasser la fréquence maximale des trackings malgré que la fréquence atriale, elle dépasse la fréquence. Et ça, ce que vous voyez ici, parce que le patient il a été réglé à 130, alors que le pacemaker, lorsque la fréquence des patients, lorsqu'il arrive au 131, 132, il va commencer à faire un phénomène de Vankenbach. Ça veut dire de temps en temps, il va sauter une activité atriale, il ne va pas la considérer. Et puis, lorsque la fréquence il devient beaucoup plus importante, à 160 par exemple, il va passer à 80. Mais c'est ce passage de 160 à 80 battements par minute, par exemple, qui va être symptomatique pour le patient et qu'il le ressent parce qu'on va passer de 160 à 80. Et Dieu le sait, si on est dans un effort intense, le patient il va faire des syncopes et des lipothymies. Et ça, c'est la raison pour laquelle le patient est là. C'est la raison pour laquelle le patient est là des lipothymies à l'effort. Et là, c'est en général, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le patient sur un test d'effort, le meal test, et on va apporter un programmateur et on va essayer d'augmenter au niveau de la fréquence, on va essayer d'augmenter la fréquence augmenter le maximum track rate avec d'autres réponses qui sont bien évidemment reliées à ça. On va les voir tout à l'heure. Donc, c'est le upper rate behavior pattern. Ça veut dire lorsqu'on est dans le lower rate, ça, il n'y a pas de problème. Lorsque le maximum rate tracking, il y a une relation 1 jusqu'à le maximum tracking rate. Et après, nous avons un phénomène de 2 pour 1 qui va s'installer au-delà des Vankenbach plateaux. Et vous voyez que pour ces patients-là, on peut ajuster le rate responsive AV delay ou ajuster le rate responsive PVAR parce que le délai AV et la PVAR, qui s'appelle la TARP, qui est directement liée à la fréquence cardiaque et à la fréquence au maximum track rate. Et ça, ce qu'on va faire et qu'on va ajuster pour ce patient, vous voyez ici qu'on a ajusté le rate responsive, on l'a rendu à un niveau médian. Le délai AV, on l'a raccourci à 100. Et puis, vous voyez, rien que changer ce paramètre sans changer le maximum de tracking rate, on a trouvé que on a changé le point de 2 pour 1 à 160 et qui était dans ce cas-là suffisant pour ce patient. Et donc là, le rate responsive de la PVARP ici, on l'a fait augmenter et qu'on a fait baisser également la PVARP à 170, pas plus pour ne pas euh, apporter d'autres problèmes. Alors, c'était le cas. Et le quatrième scénario, c'est celui d'un patient de 60 ans, pardon, qui a été implanté par un pacemaker double chambre pour BAV complet.
avec une fonction d'inosinusoire qui est normale. Il était asymptomatique. Il a été vu un mois après pour son contrôle de routine. Et au niveau de l'interrogation, on tombe sur ce tracé-là. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors, la programmation, elle est standard. Mais on voit qu'au niveau de l'ECG, tout va bien sur cette première partie. On voit qu'il y a un nom de P, un QRS, un nom de P, un QRS. Et là, on voit qu'il y a euh, une dissociation en mode DDI. Probablement, on est en mode euh, AMS, ça veut dire que le pacemaker, elle a switché en mode auto mode switch. Et là, on voit qu'il y a des activités atriales qui sont détectées au niveau de la période réfractaire, ce R-là qu'on voit. Et en réalité, on ne le voit pas hein, au niveau du QRS, mais lorsqu'on va regarder au niveau des canaux atriales, on va se rendre compte qu'il y a une activité AS qui est détectée et que lorsque le QRS il est là, il y a une activité atriale associée qui est comptée dans les compteurs des pacemakers et qui ça justifie pour lui de passer en mode auto switch. C'est ce phénomène-là, là c'est en vidéo si vous voulez, c'est beaucoup plus clair. Là c'est une activité qui va entrer avec cette activité CR-détection, on va dire une détection de ce signal atrial, détection de ce signal atrial qui coïncide avec le signal ventriculaire et ceci est vraiment n'est pas un signal normal, c'est un far field de signal ventriculaire qui était certes détecté au niveau du canal atrial. Et ça, ce phénomène, ce qu'on appelle le far field airwave au niveau des canaux atriales. Et donc, le deuxième, c'est le signal du ventriculaire qui est détecté au niveau, comme far field au niveau du canal atrial. Comment on va régler ce problème? En général, on a deux façons de le faire. La première façon, c'est euh, la plus commune, on va dire. Ça veut dire qu'on va essayer de ajuster la sensibilité. Si nous avons des ondes R ventriculaires qui sont bien détectées, et là, des ondes de P également qui sont bien amples pour permettre de faire un ajustement de la sensibilité. Et en tout cas, on va augmenter la valeur pour ajuster la valeur de la sensibilité. On va l'augmenter pour régler ce problème au-delà de l'amplitude de ce signal de far field. La deuxième chose, c'est qu'on on peut calculer la distance entre l'onde A et la distance entre ce far field ventriculaire. Et comme c'est le cas ici, 60 millisecondes à peu près, entre l'activité atriale spontanée et ce fameux far field, et qu'on va élargir le blocking ventriculaire de la sonde atriale par 70 millisecondes, par exemple, au niveau de ce cas-là. Et ça également, ça va permettre de régler le problème. La deuxième option, c'est dont on a parlé tout à l'heure, ça veut dire qu'on va diminuer augmenter, diminuer la sensibilité, on va augmenter la valeur de la sensibilité pour permettre de ne pas voir ce far-field ventriculaire complètement et de ne pas passer à tort en mode switch. Je vous rappelle qu'en mode switch, c'est un mode DDIR de façon systématique et qu'il n'y a pas de tracking auriculo-ventriculaire de synchronie. Parfois, certains patients, ils peuvent être symptomatiques dans ces conditions. Le cinquième scénario, c'est celui d'un patient âgé de 55 ans, implanté par un BAV troisième degré, par un pacemaker double chambre, et que quelques semaines après son implantation, elle va commencer à sentir des palpitations de façon fréquente, et alors qu'il l'avait pas. Et regardez ce qu'on trouve au niveau de son interrogation. On voit bien qu'il y a une activité atriale énorme en termes de fréquence et donc les compteurs vont exploser par AR, ARR, etc. Et puis nous avons une activité ventriculaire qui ne suit pas la fréquence ventriculaire et qui est, si vous l'avez remarqué très bien, vraiment au maximum track rate à 140
Et là, on est bel et bien au niveau d'un mode, au niveau d'un accident tracking avec une fibrillation atriale associée. Et ça, c'est ce qu'on notait tout à l'heure. Et que vous voyez que le moto auto switch, parce que le patient est symptomatique, pourquoi? Parce que le mode auto mode switch, il était en mode off et qu'il faut l'activer. Et parce que également, vous avez le mode DDR, ça c'est juste une explication dont on a déjà fait. Et donc, lorsqu'on va faire le moto So mode switch this is what's happening in the patient. activation, ça va être beaucoup plus rapide à régler ce problème lorsqu'on va activer le mode auto mode switch, le mode commutatif. Le sixième scénario, c'est un patient à 160 ans, une femme 60 ans pour une dysfonction sinusale, pacemaker de chambre, qui a une cardiopathie ischémique récente et là, et quand même quelques stents. Et elle a commencé à sentir quelques palpitations à la sortie de l'hôpital. Et voici ce qu'on a retrouvé au niveau de son interrogation. Là, le mode de switch, c'est un mode DDI. La PVAR à 250. Programmation, ça a l'air de bien fonctionner. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui va mal pour cette patiente. Alors, on va regarder qu'au niveau de l'ECG tout d'abord. Donc, vous avez une première partie qui est normale, une deuxième partie qui est un tachycardie avec un QRS stimulé. Et puis, nous avons ici un SVS. Et là, vous avez un SVP, un SVP, un SVP, un SVP. Lorsqu'on voit des ASVP, ASVP, comme ça, il y a trois diagnostics qui sont généraux à évoquer. Soit on est une tachycardie tout simplement sulfurysale, avec une activité stimulation ventriculaire. Soit nous avons une tachycardie par entrée électronique, soit parfois nous avons ce qu'on appelle des flotteurs de porin qui sont masqués. Et là, on peut, soit si on a dans le temps, on peut allonger le délai AV pour ces patients pour arrêter, pour vérifier est-ce que c'est une tachycardie ou pas. Et la plupart des pacemakers actuellement, ils ont des algorithmes qui permettent, lorsqu'ils voient une tachycardie atriale au-delà de 150, par exemple, pour ces patients de faire quelques manœuvres en fonction des constructeurs, de vérifier est-ce que c'est un tachycardie sinusale ou est-ce que c'est un tachycardie par entrée électronique. Par exemple, dans les algorithmes métroniques, à partir de 9 battements, au niveau 8 battements, à SVP, le 9e, il va donner juste une stimulation atriale AP. Et s'il y a une PMT, il est arrêté. S'il n'y a pas de PMT, la tachycardie sinusale, il va continuer. Et donc, lorsqu'on regarde ici, on va regarder que vous avez une activité atriale et puis une stimulation ventriculaire. Quelle est la raison de cette PMT? La tachycardie par entrée électronique ou pacemaker mediated tachycardia. La raison principale de cette tachycardie, c'est que, il y a une conduction rétrograde persistance d'une AV. Et donc, lorsque le ventricule est stimulé, il y a une conduction rétrograde qui est détectée par la sonde atriale qui, pour elle, le pacemaker, c'est une activité spontanée. Donc, elle va relancer, elle va déclencher un nouveau délai AV et ainsi de suite. Et comment on va régler ce problème? Ça veut dire on va éviter le, on va éviter la détection de la sonde atriale, de cette activité atriale, ou même si elle la voit, elle ne va pas déclencher un nouveau délai AV. Et c'est la raison pour laquelle la PVARP elle a été inventée et donc il faut avoir des délais beaucoup plus longs dans cette situation. Si vous remarquez très bien, au niveau de ce tracé, il y a une extrasystole ventriculaire, c'est elle qui a donné le mode d'envoi ou qui a déclenché cette tachycardie. Et donc là également, au niveau de ces algorithmes, nous avons des algorithmes qui sont en rapport avec le délai AV. Ça veut dire ce qu'on appelle les PVC, euh, PVC, PVARP extension, dans ces situations-là qui vont permettre également de faire les PVC. Voici, ça veut dire là, PVC response, on va passer au PMT response à trial pace, et etc. On va ajuster lorsque le patient fait des extrasystoles, on va ajuster ces paramètres pour arrêter la PMT. Et là, c'est l'algorithme, par exemple, de Medtronic dont je vous parlais. Lorsque nous avons des ASVP, 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 à un certain moment, au 10e battement, elle va pas donner de QRS et après, elle va stimuler APVP. Et s'il y a un tachycardie par MT, elle va la faire arrêter.
Le septième scénario, c'est celui d'un patient âgé de 47 ans, euh, une femme, pardon, de 45 ans, avec une dysfonction sinusale, implantée par pacemaker depuis 5 ans, double chambre, et qui a des palpitations et que on a observé ceci. Alors, première vue, euh, on va voir que le QRS est régulier, c'est une FA. C'est une FA au niveau de la sonde atriale. Donc, en général, pour ces patients, il faut les faire passer en mode, sauf si elles sont vraiment en mode switch. Elle a passé 4 épisodes. Vous le voyez, c'est 1,8. Ça veut dire que c'est une FA qui est paroxystique, qui n'est pas permanente. Mais on remarque quelque chose d'intéressant pour quelqu'un qui a une FA et qui a des PVC. Qui a des PVC, ça veut dire qu'il a des stress ventriculaire. Pourquoi cette raison-là? Eh bien, tout simplement parce que la définition de l'extrasystole pour ces pacemakers, il est un petit peu bizarre. La définition, tout simplement, c'est des airwaves qui ne sont pas précédés par un événement atrial. Il veut que l'activité atriale fibrillatoire, c'est une activité un peu qui est microvoltée et sous la détection de cette sensibilité, le pacemaker ne la voit pas. Et donc, pour lui, il n'y a pas d'activité atriale, il n'y a que d'activité ventriculaire. Et tout le pourcentage de ce que vous voyez, hein, des ondes R de la FA qui sont irréguliers, prématurés et qui ne sont pas précédés d'événements atriales, ça correspond à une extrasystole ventriculaire. Et donc, on peut soit switch pour les malades paroxystiques, un peu diminuer la sensibilité, soit pour ces patients, la FA est vraiment permanente, on peut passer en mode VVI. D'autres scénarios, c'est un patient âgé de 52 ans, implanté par un pacemaker double chambre, et donc vous voyez qu'est-ce qu'on voit. C'est pas le programme, c'est pas l'interrogation des premiers jours, là. C'est après quelques semaines d'implantation et on voit que nous avons un rythme qui est vraiment fixe à 60-70 degrés, 60 battements. Et ça, c'est anormal parce que le patient il est en train de bouger, que vous voyez que le sang sort là, il va nous indiquer ces points que le patient a fait un effort. Et cet effort et correspond à ces fréquences, mais malheureusement, le pacemaker ne bouge pas. Ça, c'est parce que si on regarde la programmation, on va trouver un problème. Voilà à quoi correspond une répartition normale des fréquences pour ces patients. N'est pas à 60-70, mais vous voyez qu'il va à 102 et qu'il y a un aspect en marche d'escalier. Et ceci parce que nous avons au niveau des pacemakers des sensors, soit des accéléromètres, soit c'est des ventilation units. Ça veut dire c'est des senseurs de respiration qu'on trouve généralement au niveau des Boston et au niveau des Sorines. Et les autres, généralement, c'est des accélérateurs, on voit que d'autres ils travaillent sur l'espace QT, etc. Et donc là, ça va en permettre d'ajuster le niveau d'effort qu'il le faut et sa pente pour que ces patients essayent de mimer leur effort, le pacemaker pour augmenter leur fréquence en fonction, de leurs besoins. Et pour ceci, nous avons quelques paramètres qu'on peut ajuster. Déjà, il faut activer le mode euh, asservissement. Vous voyez, le mode DDD ici, il faut le changer en mode asservissement. Et puis, on peut également changer d'autres paramètres qui vont dépendre ici, qui vont dépendre des slopes, ça veut dire ils vont dépendre de la pente qu'on va utiliser. Et on ne va pas aller voir des pentes qui sont très élevées, mais on va utiliser des pentes, par exemple, plus 0,5, plus 1, c'est généralement un niveau médian et largement suffisant pour ces patients pour répondre à leurs besoins physiologiques. N'oubliez pas que ces patients, plus ils sont jeunes, de ils auront besoin des pentes qui sont un peu élevées. Il faut faire attention dans certains pacemakers, enfin, ce n'est pas la même signification. Par exemple, parfois c'est le nombre croissant, c'est l'augmentation de la pente, parfois c'est le nombre décroissant qui correspond à l'augmentation de la pente. Et donc il faut vraiment se référer à chaque constructeur. Et vous voyez ici, quelques semaines, 3 mois après cette programmation qu'on a changée, on trouve que le patient vraiment
il retrouve un aspect dont on a décrit tout à l'heure et qui est typiquement celui d'un patient qui est bien asservi. Je pense que c'est le dernier scénario qu'on va voir ensemble aujourd'hui et c'est celui d'un patient qui a été implanté par un Medtronic et lorsqu'on regarde qu'est-ce qui se passe au niveau des épisodes, on trouve qu'il a quand même mentionné qu'il a une tachycardie ventriculaire non soutenue. C'est bizarre parce que c'est un patient qui s'est implanté à l'avance et qui n'a pas de notion de tachycardie ventriculaire, qui a une fraction d'éjection qui est conservée. Et malgré ça, on trouve ça, qu'on trouve qu'il y a une fréquence à peu près à 250 battements 50 par minute et que vous voyez que le RR là, c'est à 240, c'est à peu près une fréquence qui fait un peu douter. Et puis vous avez la durée qui n'est pas très importante. Lorsqu'on va aller, qu'est-ce qui se passe au niveau des plots? On trouve que vous avez là, c'est des fréquences également qui peuvent aller jusqu'à plus que 200, c'est à la limite des blankings, hein. Et puis vous avez ici une activité normale qui sont très très courtes et que vous avez le VV là qui est vraiment à la limite des blankings. Et lorsqu'on va aller, qu'est-ce qui se passe au niveau du QRS? On trouve que bel et bien, nous avons une activité qui est douteuse au niveau de la sonde ventriculaire, qui ne correspond pas à des interférences parce qu'on ne la retrouve pas sur la sonde atriale, mais ça correspond au bruit de la sonde et ceci est bien confirmé. Lorsqu'on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'impédance de cette patiente, on trouve que la valeur de l'impédance n'est pas élevée, 1500, 1000, 1500 pour ces valeurs-là. Lorsqu'on les voit de façon dissociée, on va dire que c'est une valeur normale. Mais si on voit que le patient, depuis 10 mois et 10 mois, il a une impédance qui est stable et qui est dans ces derniers temps, il a carrément changé de valeur et qui s'est normalisé par la suite. Regardez que la dernière mesure est à 342, 302, alors que là, il a bel et bien passé par un événement. Et donc, c'est pour la raison pour laquelle également Medtronic il a mis un élément important au niveau de ces logiciels, c'est le RR qui est proche du planking et c'est ce niveau d'impédance. Et je ne me rappelle pas du nom de l'algorithme, mais il a mis cet algorithme en œuvre pour que ces patients détectent les fractures de sonde qui peuvent passer inaperçues. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vu ensemble beaucoup de cas, l'asservissement. Il faut faire attention à ces changements, à ces TVNS avec ces fréquences qui sont proches des blankings qui peuvent correspondre à des fractures de sonde, des dysfonctionnements de sonde. On a vu ensemble des sous-détections, des serre-détections, de défauts de capture et dont les causes sont soit liées au patient, soit liées aux médicaments, soit carrément liées au pacemaker lui-même ou le centre. On avait les patients jeunes qui sont implantés avec un aspect de pacemaker pseudo-vacuum back ou un BAV2 pour 1 et donc on peut ajuster le rate responsive ou le délai, le délai AV adaptif pour ces patients. Et je pense que c'est tous les scénarios que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. On est arrivé à la fin de cette session et merci pour votre attention. Et si vous avez une question, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Dr. Jamili, pour l'excellente présentation sur la programmation et le dépannage de pacemaker. Merci beaucoup, professeur Miabat. À la prochaine. À la prochaine. شكرا جزيلا دكتور جميلي. Your effort and your team is outstanding. We miss you in Egypt. We wish to see you again. والله قريب. والله